Bonsoir à tous. Donc, juste de petits mots de présentation. Je m'appelle Cécile Vivant. Je suis analyste fonctionnelle à Lyon, mais depuis 1 an et demi, j'occupe un poste à la fois de proxy PO et un truc qu'on a inventé dans mon équipe. Je suis proxy Scrum Master dans une équipe Scrum. Et j'ai donc découvert Scrum il y a 1 an et demi en arrivant dans cette équipe. Et je me suis un peu passionnée pour le sujet et j'ai lu beaucoup de choses, vu beaucoup de vidéos. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais un peu envie de vous raconter quelles sont les différences entre le Scrum Guide 2020 et le Scrum Guide 2017, donc la dernière version. Laurent, si tu veux nous dire deux petits mots de Oui, toi. ouais, quant à moi, je suis Laurent Pasdier, donc je suis chez Proxia depuis un petit moment déjà. Et donc je suis test manager donc chez mon client. Je suis Scrum Master depuis 2 ans et certifié depuis un mois maintenant. Je crois que Cécile, tu es aussi certifiée depuis Je quelques suis temps. certifiée depuis le mois de mars. Ouais. Voilà. Donc on a été certifié sur la version 2017 du Scrum C'est Guide. ça. Donc la nouvelle version vient de sortir, donc on en parlera justement, de voir les évolutions qu'il va avoir. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, je vais vous faire éventuellement un petit rappel sur Scrum si certains d'entre vous ne connaissent pas du tout, mais ça sera vraiment rapide. Ensuite, on aura un gros chapitre sur les principales différences. Il y en a beaucoup. J'ai essayé d'extraire qui, à mes yeux, avait le plus d'importance. Et puis enfin, deux petites diapos qui seront plus interactives. J'attends aussi vos réactions sur est-ce qu'il faut vraiment changer nos pratiques et qu'est-ce que ça change dans nos équipes. Voilà. Vincent, est-ce que dans le chat, certaines personnes nous indiquent qu'elles ne connaissent pas Scrum et pour savoir Ouais, Alors, je pour s'il faut l'instant, que c'est j'aille pas le un petit cas. peu plus dans les détails ou pas du tout? Alors, pour l'instant, c'est pas le cas, mais n'hésitez pas à vous manifester. Est-ce que tout le monde est familier avec Scrum, avec les méthodes agiles en général, ou est-ce qu'on a des débutants dans le coin? N'hésitez pas, soyez pas timides. Ouais. Je vais faire un petit rappel quand même vite fait. Allez. Donc, Scrum, c'est un cadre de travail agile qui permet de travailler de manière itérative. Donc, on part d'un périmètre de produit qu'on appelle le backlog produit, duquel on va extraire des items qu'on va travailler pendant un sprint, pendant une itération. Une itération, ça dure 2 à 4 semaines. À la sortie de cette itération, on doit réussir à sortir un produit qui est partiel et qui est potentiellement utilisable. Ce qui est important sur cette durée de sprint, c'est qu'on a des événements qui permettent de récolter beaucoup de feedback. Donc, il y a la démonstration revue d'itération en fin de sprint, la rétrospective qui permet d'avoir du feedback dans l'équipe. On va se poser la question de qu'est-ce qui s'est bien passé ou mal passé pendant la durée du sprint et on va chercher des axes d'amélioration. Une réunion quotidienne, donc tous les jours, qui permet de faire le point aussi sur le travail de l'équipe au jour le jour. Et puis, en début de sprint, on a la réunion de planification qui permet de prévoir ce qu'on va faire sur la durée du sprint. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'on est sur une méthode itérative, incrémentale, donc on ajoute au fur et à mesure des choses. Et je ne sais plus ce que je voulais dire sur Scrum, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Ouais. Tu veux ajouter un truc? Oui, il me semble que dans le guide, en fait, il préconise de 1 à 4 semaines, mais bon, c'est vrai que Bon, généralement, les sprints sont de 2 à 4 semaines, hein. Je sais plus combien dure ton sprint. C'est 3 semaines chez toi, il chez me moi, semble. c'est 3 semaines, ouais, dans notre équipe. Ouais. Nous, Voilà, certains trouvent que on c'est est plutôt long. parti, ouais, on est plutôt parti sur 2 semaines parce que ça correspondait mieux à notre cycle de développement. Voilà. On avait essayé 3 semaines, hein, mais malheureusement, ça n'allait pas, donc on est revenu sur 2 semaines, ce qui correspond à mieux à notre équipe. Voilà, donc Vincent vous l'a dit en introduction, si vous voulez plus de détails, et puis j'ai fait un Proxy Monday en juin qui raconte un peu plus en détail ce qui est Scrum et surtout au regard de ma découverte de l'agilité de Scrum. Vincent vous mettra le lien vers l'épisode YouTube dans les commentaires. Ah, c'est une très bonne présentation. Merci. Alors, Scrum, c'est basé sur un guide de référence qui a été le premier guide. Il a été publié en 2010. Alors, on dit que Scrum a 25 ans. Mais quand les deux créateurs, Jeff Sutherland et Ken Schwaber, ont inventé cette méthode, ils n'ont pas tout de suite créé un guide. Donc, le premier guide date de 2010. Depuis, il y a eu de nombreuses versions.
Mais à chaque fois, ça a été juste des petites retouches, des reformulations, enfin voilà, des petites choses. Et cette année, donc à l'occasion des 25 ans de Scrum, ils ont réédité une version qu'on peut qualifier de majeure parce qu'elle comporte vraiment d'importants changements. C'est une refonte en profondeur. Alors, ça c'est même eux qui l'annoncent, c'est une version qui est beaucoup moins prescriptive, c'est-à-dire qu'elle elle suggère plus qu'elle n'impose, il y a beaucoup moins de choses obligatoires, et puis elle est beaucoup plus légère, on est passé de 17 ou 19 pages à 13. Du coup, ben, on en reparlera, mais ça peut aussi ouvrir plus à débat et à interprétation, en fait. Ça se veut encore plus qu'avant compréhensible en dehors du monde de l'IT. En fait, dans tout le texte, on ne fait jamais référence au monde de l'IT et à la programmation informatique, on va dire. C'est vraiment le vocabulaire est choisi pour ça. Et il y a une citation, en fait, dans le guide Scrum 2017, on dit Scrum est simple à comprendre et difficile à maîtriser. Et là, dans le guide Scrum 2020, on dit juste Scrum est simple. Voilà, c'est assez marquant. Alors, bon, personnellement, moi, je la trouve bien plus simple. C'est pas l'avis de tout le monde. Je crois que Laurent n'est pas de cet avis-là. Mais en particulier, j'ai lu un article de Claude Aubry. Donc, Claude Aubry, c'est l'auteur du livre qui s'appelle L'art de devenir une équipe agile et un autre livre qui s'appelle Scrum. Lui a publié un article en disant qu'il le trouvait très mal écrit, très mal traduit, qu'il n'y avait pas assez d'illustrations ni d'exemples et qu'il trouvait qu'il y avait juste un effort de simplification qui était louable. Voilà, Laurent, si tu veux nous donner ton avis sur… Oui, moi pour juste pour ajouter par rapport aux versions publiées, généralement c'est tous les 2-3 ans généralement qu'on a une version. Donc là c'est vrai, tu as raison, c'est une version qui est majeure, hein. On est la version de 2017 et maintenant on a la version 2020. Moi ce qui m'a marqué surtout, ouais, comme tu disais, c'est que tout ce qui est référence à l'IT a été supprimé. Donc on parlait d'exigences, de conception, de système, de test. Tout ça, on n'en parle plus maintenant dans la version 2020. Alors qu'on en parlait dans la version 2017. Et justement, en faisant mes petites recherches par rapport à l'historique des versions, en fait, là, il fait plus que entre 13 et 15 pages, en fait, la version 2020, alors qu'on en avait, une vingtaine pour celle de 2017. Oui. Mais il faut savoir que les versions, les toutes premières versions faisaient que 13 pages, en fait, hein. D'ailleurs, donc en fait, on est revenu plutôt à une version standard du nombre de pages, quoi. Oui, c'est un retour au basique, ouais. Ben, voilà. Un peu comme ça qu'il l'annonce aussi. Et Alors, par rapport à la facilité, c'est vrai que moi, bon, je l'ai lu, hein, la version française, la version anglaise, je l'ai parcourue. Je l'ai trouvé moins facile à lire que la version 2017. Et notamment, oui, parce qu'il y avait moins d'exemples, en fait. Donc forcément, comme c'est moins prescriptif, c'est moins guidé. Et il y a peut-être des choses qui sont peut-être moins faciles à comprendre. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en le lisant. Et plus sujet à interprétation. Ouais, c'est ça. Certains disent que c'est dû à la traduction, mais bon. Il faut savoir que la traduction, c'est un exercice difficile, hein, donc j'allais en parler justement. Ouais, vas-y, donc je te laisse en parler. Dans toutes mes diapos, j'ai mis des extraits. Alors, quand il y a un extrait en rouge, c'est un extrait du guide Scrum 2017 et en vert, c'est un extrait du guide Scrum 2020. J'ai mis les versions françaises à chaque fois. Alors, sachant que pour la première fois, en fait, ce guide, il a été édité, il est sorti le 18 novembre. C'était un mercredi, ils ont fait une grande fête parce que c'était aussi les 25 ans de Scrum. Mais les versions traduites dans de nombreuses langues sont sorties le même jour. Et ce qui s'est passé, c'est que les traducteurs, a priori, n'ont pas forcément eu le temps de beaucoup travailler sur la traduction, alors que la version originale en anglais, il y a eu tout un comité qui a travaillé sur le vocabulaire à choisir, ce qui n'a pas été fait sur le vocabulaire français en particulier. Donc, ce que je sais, c'est que la version française qui est actuellement sur le site scrum.org n'est pas la version définitive. On devrait avoir une version revue assez rapidement parce qu'il y a pas mal de controverses sur la traduction qui a été faite. Et donc, j'ai fait le choix de vous mettre les citations en français, sauf, on verra, il y a un slide où j'ai mis exprès les citations en anglais. Par contre, à la fin du guide Scrum en anglais, les auteurs demandent à ce qu'on ne traduise jamais certains mots de vocabulaire. Et c'est une très bonne transition vers ce premier slide,
où en fait, l'équipe de développement a complètement disparu au profit d'un mot, développeurs en anglais, qu'on n'est pas censé traduire parce que développeur ne désigne pas les codeurs, mais désigne tous les membres de l'équipe. Donc en fait, dans la version 2017, on avait une équipe Scrum, elle était composée d'un Product Owner, d'un Scrum Master et d'une équipe de dev. Et cette notion-là, elle a disparu pour supprimer la notion de sous-équipe, en fait. On est une seule équipe focalisée sur un même objectif. Et en fait, tout le monde fait partie de la Scrum Team. Il n'y a pas de sous-équipe. Et donc, les développeurs sont vraiment... il ne faut pas les penser comme des codeurs. Les développeurs sont aussi... il va y avoir les qualifieurs, les DevOps, l'UX, l'UI. Toutes ces personnes-là font partie de l'équipe de développement. Et même, pourquoi pas, un analyste fonctionnel. Donc, tous ces gens-là sont sous le mot développeur, ce qu'on n'est pas censé traduire. Voilà, ça, c'était un des... Enfin, pour moi, c'est une des plus grosses modifications, puisque c'est vraiment pour renforcer cet esprit d'équipe. Et puis, donc, ce qui va avec, c'est que maintenant, on n'a plus ces 3 rôles. Le mot rôle, il a disparu. On a une Scrum Team et 3 responsabilités. Donc, le Product Owner, le Scrum Master et les développeurs sont des responsabilités au sein de la Scrum Team. Tout le monde est responsable d'une partie du projet et en particulier dans le tout de la création d'un incrément de valeur à la fin du sprint. Alors, il y a eu aussi un souci sur pour moi, il y a un souci sur la traduction aussi sur ce mot-là. C'est qu'en anglais, on a 2 mots, on a responsible et accountable. Dans la version française, tout est traduit en responsable. Pour moi, accountable est beaucoup plus fort que responsable parce qu'on a la notion d'imputable. Il doit rendre des comptes. Il y a un débat justement sur ce terme. Ouais. Oui. Donc, je pense que la version 2 qui va sortir, elle va gommer ce problème. J'espère que ça sera... qu'on fera la différence en tout cas entre responsable et imputable, accountable. Je ne sais pas comment ça sera traduit. Et notamment je reviens sur les termes en anglais, il y a, en fait, dans la traduction, ils ont vraiment dit que tout ce qui était terme générique, hein, style Daily Scrum, Sprint Review, tout ça, en fait, ils les traduisaient pas. Alors qu'avant, c'était traduit, hein, par exemple, Sprint Review, c'était revue de sprint. Et en fait, là, ils se sont interdits d'utiliser la traduction pour éviter le franglais et pour que tout le monde parle le même langage. Je pense que ils pensaient certainement aux équipes, au Scrum de Scrum, en fait, qui pouvaient avoir des langages différents entre 2 équipes. Et là, en fait, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est pareil, c'est controversé. Claude Aubry, lui, traduit la plupart des mots. Il a gardé que Product Owner, Scrum Master et Backlog, je crois. Et voilà, il garde très, très peu de mots en anglais. Et là, j'ai une autre équipe agile, une autre équipe Scrum qui est pas très loin de mon équipe et qui utilise des termes différents en fait des nôtres. Moi, j'utilise Daily Scrum ou Sprint Review. Et eux, en fait, ils ont vraiment des termes différents. En Sprint Review, ils parlent plutôt de Sprint Demo, par exemple. Ah oui. Voilà, moi, je préfère Sprint Review. J'essaie d'utiliser le même terme. Mais voilà, je pense que c'était une mise au point à faire, en fait. Alors ensuite, Oui. Oui, je voulais juste revenir sur ce qui était important. Tu disais qu'il y avait la notion de développeurs. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment pour gommer le principe hiérarchique qu'il y avait que pouvait penser qu'on pouvait avoir dans une équipe Scrum. C'est qu'on a le PO, le Scrum Master et l'équipe de développement. Donc maintenant, c'est vraiment histoire de gommer les barrières et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Oui, il n'y a plus de sous-équipe. Voilà, ça on pourra parler justement, notamment pendant le daily, par exemple, le daily Scrum. Enfin, on en reparlera tout à l'heure justement, parce que ça me semble important. Mais c'est vrai que ce terme développeurs aurait pu être traduit, je ne sais pas, j'en ai discuté par ailleurs, on aurait pu mettre par exemple équipier. Et voilà, et on était tous sur le même pied d'égalité. Ouais, développeur, ça reste connoté quand même un peu développement informatique, mine de rien. Ouais, voilà. Alors, on va avancer. Une autre différence, alors avant, dans le guide Scrum 2017, les équipes Scrum étaient auto-organisées et pluridisciplinaires.
Ce mot auto-organisé a disparu au profit du mot auto-géré. Alors, ça fait pas mal débat aussi sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut en penser. En fait, jusqu'à maintenant, l'équipe, elle avait le pouvoir de décider de l'organisation de son travail, surtout, donc du comment. Et aujourd'hui, comme on intègre le PO complètement dans l'équipe, eh ben, la Scrum Team, elle a aussi le pouvoir de décider sur quoi elle va travailler. Donc, non seulement le quoi, mais aussi non seulement le comment, mais aussi le quoi. Et il y a un autre point. Alors, je t'interromps juste, Cécile, parce que ça m'a fait un petit peu tilt. Du coup, dans ce que j'ai, moi, comme connaissance, effectivement, de l'agilité, c'est le PO, si je ne me trompe pas, qui allait aussi, avec le Scrum Master, prioriser les tâches sur les sprints à venir, c'est ça? Ouais. Donc, c'est ce qui s'imposait finalement à l'équipe. Mais c'est le fait que le PO soit rattaché à l'équipe qui fait que la décision, du coup, vient de l'équipe? Ou est-ce que ça n'a rien à voir et il est intégré et maintenant tout le monde, entre guillemets, a son mot à dire, là où avant, c'était le PO qui le faisait? Moi, Je ne sais je pas pense si que tu saisis la nuance. ouais, elle est ténue, la nuance quand même, mais je pense que tout le monde a son mot à dire. On le verra quand on reparle du sprint planning. On va beaucoup plus se poser la question de qu'est-ce qu'on choisit de faire et pourquoi. Et du coup, D'accord. toute l'équipe a son mot à dire sur ce qu'on choisit. En fait, Ok. dans le guide, ils disent bien que le PO, en fait, est responsable du sprint backlog, enfin, du sprint backlog, Du product backlog. du product backlog, pardon. Donc, en fait, c'est lui qui priorise le product backlog. Mais à partir du moment où on fait le sprint planning et que le sprint backlog est défini, en fait, il appartient normalement à l'équipe de développement, enfin, maintenant aux développeurs, en fait. Mais c'est vrai que le D'accord, fait oui. de go... Pardon? Oui, oui, d'accord, je comprends mieux. Du coup, c'est le fait du coup, la capacité de décider quand est-ce qu'ils font, comment et pourquoi, mais au sein d'un même sprint, du coup. Mm. Là, il y a quand même la main, il y a quand même la main au PO pour définir ce qui va être dans le contenu du sprint en question, quoi. Voilà. Lui, c'est le PO, c'est le product backlog et l'équipe, c'est le sprint backlog. Le Alors, PO reste sur la vision produit, en fait. Et ouais, voilà. On a Farouk qui nous dit que tout le monde a toujours eu son mot à dire. Simplement, le PO est censé faire consensus, ce qui n'était pas hyper clair auparavant. En fait, Mm. là où auparavant ça n'était pas clair, le PO aujourd'hui, le rôle, selon Farouk en tout cas, a l'air d'être clarifié en disant que c'est lui qui va être chargé finalement de trancher les conflits et de trouver des solutions intermédiaires, quoi. Ouais. Mais il y a un Après, ouais, paragraphe, pardon. ouais. Il y a un autre paragraphe dans le guide Scrum 2020 qui décrit bien les responsabilités de la Scrum Team. Donc, la Scrum Team, c'est tout le monde ensemble. On parle de collaboration avec les parties prenantes, vérification, maintenance, exploitation, expérimentation, recherche et développement et tout ce qui pourrait être requis. Donc, en fait, on a le périmètre de l'équipe, il s'est élargi. C'est pas seulement coder et écrire les programmes, mais il y a vraiment, même la collaboration avec les parties prenantes fait partie des responsabilités de l'équipe. Donc moi, je trouve que la responsabilité de l'équipe s'est élargie. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Oui, Oui. Oui, on on vous t'entend. écoute. Non, on vous entend plus. Alors non, effectivement, pour l'instant, si ça ne t'embête pas, Farouk, on va poursuivre. N'hésite pas à poser tes questions dans le chat et on fera en fin de présentation parce que malheureusement, effectivement, si on est 7 ou 8 à échanger, je ne doute pas de l'intérêt, mais effectivement, ça risque d'être confus pour tout le monde au bout d'un moment. Mais à la fin, pas de souci, on aura un moment pour discuter si ça te va. Alors, on va avancer pour Ouais, pouvoir justement, j'ai prendre une des question. Il y questions. avait une question. L'équipe a toujours eu son mot à dire. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout pendant le sprint planning. C'est le PO qui est toujours responsable du product backlog. Mm, mm. Et c'est lui qui priorise, en fait. Oui. Je vais parler maintenant du Scrum Master. Alors, le Scrum Master est vraiment au centre de l'équipe. Il est cité dès les premières lignes du guide Scrum cette fois-ci. Ça montre bien qu'il est essentiel au bon fonctionnement. Alors, en 2017, il devait promouvoir et supporter Scrum. En 2020, il doit mettre en place Scrum. Et alors, quelque chose qui fait pas mal débat aussi, c'est qu'il est responsable de l'efficacité de Scrum et responsable dans le sens accountable. En fait, je pense que cette phrase-là, il faut l'entendre comme responsable de l'amélioration continue, de la mise en place et du maintien de l'environnement qui permet à l'équipe d'être efficace. C'est pas un chef,
c'est un leader, il va entraîner les gens, mais il ne va pas imposer ses ordres. Mais cette petite phrase, elle a l'air de rien, mais elle est chargée de sens quand même. Ouais, parce que dans le guide, il parle de true leader. Donc, Oui, c'est assez fort comme terme. ouais. Moi, je considère que. Enfin, j'ai peur que certaines personnes considèrent que le Scrum Master, maintenant, est le chef d'équipe. Alors, ce qu'il faut. Ça reste toujours l'accompagnateur et le coach de l'équipe. Oui, oui, c'est vraiment leader dans le sens de celui qui entraîne et pas celui qui dirige. Enfin, il ne doit pas entraîner vers le gouffre. Il doit accompagner, toujours tirer les gens vers le haut. C'est ça. Il doit accompagner l'équipe vers l'objectif, mais surtout pas, il n'est surtout pas chef d'équipe. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'entends. Une autre phrase qui parle du Scrum Master, donc c'est celle que j'ai laissée en anglais puisqu'elle a été pour moi mal traduite. Dans le guide Scrum 2017, on disait qu'il devait lever les obstacles. Et dans le guide Scrum 2020, on dit qu'il doit s'assurer que les obstacles sont levés. C'est pareil, c'est à son importance puisque c'est pas lui qui fait le travail. Il doit s'assurer que c'est fait et il doit aider, conduire, diriger éventuellement, mais il va pas faire le boulot tout seul de lever les obstacles au progrès de l'équipe s'il y en a en fait. Et donc cette phrase-là, je pense qu'elle sera reprise aussi dans la prochaine version française. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ça m'arrange parce que j'ai pas envie qu'on dise, écoute, t'es Scrum Master, c'est toi qui vas résoudre le problème. Puis, non, ça marche pas comme ça. Je vais trouver la solution. Je vais essayer de trouver les bonnes personnes pour résoudre le problème, mais je ne pourrais pas forcément résoudre le problème, notamment si c'est un problème technique. Et oui, il y avait par rapport au rôle de Scrum Master, maintenant que le Scrum Master est vraiment intégré à l'équipe, en tout cas, c'est ce que dit le guide. Il y a la notion de Scrum qu'on parle souvent, ou de Scrum tournant en fait. Un Scrum qui travaille pour plusieurs équipes. Là, du coup, ça perd un peu son sens. C'est que le Scrum Master est vraiment lié à une équipe et il serait difficile en tant que Scrum Master de travailler pour plusieurs équipes dans ce cas-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cécile. Dans la théorie, je suis d'accord avec toi. Dans la pratique, je vois et je côtoie pas mal de Scrum Masters qui arrivent à gérer plusieurs équipes. Ouais. Mais bon, c'est les limites de l'implémentation du guide Scrum et de ce qu'on en fait, de comment on l'interprète en fait. On a Farouk qui nous dit que c'est déjà prévu et qu'une nouvelle version est déjà en cours de validation chez scrum.org. Ouais. Oui, elle est en cours. Ok. Alors, qu'est-ce qui a changé concernant les cérémonies? Donc, le sprint planning, dans la version 2017, les deux questions principales du sprint planning, c'était quoi et comment. Donc, quoi, on pioche dans le product backlog les éléments qu'on va développer pendant le sprint à venir et comment on s'interroge sur les sous-tâches, comment on va pouvoir développer cet item-là. Aujourd'hui, on a rajouté un thème qui a quand même bien son importance, c'est pourquoi ce sprint est-il important? On s'attache à formaliser un objectif de sprint. On va donner beaucoup d'importance à cet objectif. Et au regard de cet objectif de sprint, on aborde le thème 2, que peut-on faire pour atteindre cet objectif? Et enfin, le thème 3, comment on va réaliser le travail qui a été choisi? Donc vraiment, la question pourquoi, elle introduit, enfin, l'objectif de sprint, il existait déjà, mais la question pourquoi, elle renforce cet objectif-là. Et oui, moi justement, moi ça m'arrange parce que dans l'équipe, il y en a qui se demandent pourquoi je définis à chaque fois un objectif. Pour moi, c'est important et on a du mal parfois à définir un objectif. Je ne sais pas si c'est toi si tu as le cas aussi. Oui. Mais du coup, le fait de dire que on se focalise vraiment sur l'objectif de produit, voilà, l'objectif, en quelque part, il est là. C'est qu'il faut vraiment, le but, c'est vraiment de faire avancer le produit et de sortir comment dire, sortir les fonctionnalités et produire de la valeur. C'est ça, c'est produire de la valeur. En fait, souvent, dans les équipes, quand on fait le sprint planning, on se contente de dépiler ce qu'on a dans le product backlog qui est censé être ordonné par ordre de priorité. Donc, souvent, on prend les premiers jusqu'à remplir le sprint et sans forcément se donner d'objectif. Et moi, j'ai même vu une fois l'objectif de sprint
on avait écrit dépiler le backlog. Non, ça, c'est pas un objectif de sprint. Donc, en retravaillant un peu ça, on s'était donné un objectif sur une fonctionnalité précise. Certes, elle remplissait pas à elle seule les 3 semaines de sprint, mais en fait, l'idée de l'objectif, c'est se dire s'il y a un événement qui arrive, qui nous interrompt, ou si sur l'équipe de 5 devs, il y en a 3 qui tombent malades, sur quoi on se focalise en premier, qu'est-ce qu'on veut sortir à tout prix à la fin des 3 semaines. Et en fait, ça donne vraiment, d'avoir travaillé comme ça, les développeurs, ça leur a donné un vrai but. Et bien sûr, ils ont fait d'autres choses annexes à cet objectif parce qu'ils avaient le temps après l'avoir atteint. Mais on a vraiment senti une motivation plus importante en se focalisant sur un seul objectif. Moi, je suis d'accord. Alors, du coup, l'autre cérémonie pour laquelle les choses ont un petit peu changé, c'est le daily meeting, donc la réunion quotidienne, qui est toujours limitée à 15 minutes. Dans le Scrum Guide 2017, on proposait 3 questions. Chaque personne de l'équipe devait intervenir en disant qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que j'ai des obstacles, est-ce que j'ai rencontré des problèmes. Quand je dis chaque personne, c'était chaque personne de l'équipe de dev. Aujourd'hui, ces 3 questions, elles ont disparu. En fait, elles étaient surtout, dans beaucoup d'équipes, elles sont devenues mécaniques. Et il ne faut pas que le daily meeting soit un compte-rendu d'activité, il faut que ça soit un lieu d'échange collectif. Donc, supprimer les questions, c'est surtout dans le but de susciter des discussions entre les participants et de synchroniser le travail. Et donc, il y a eu un ajout qui a été fait qui dit que le Daily Scrum, ce n'est pas le seul moment où les développeurs peuvent discuter, en gros, qui peuvent se réunir tout au long de la journée et du sprint pour discuter de manière plus détaillée et puis d'adapter ce qu'ils font en fonction de leurs échanges. Ouais. Alors, je ne sais pas si toi, tu utilises les 3 questions. Nous, on les utilise rarement. En fait, ça dépend qui anime, hein, mais la plupart du temps, on ne les utilise pas. Ça se fait implicitement, en fait. Ça se fait naturellement dans mon équipe, ça se fait très naturellement sur les 3 questions et je pense que ça va être, si on veut changer ça, ça va être assez compliqué de leur dire non, on arrête de répondre à ces questions et on parle autrement. Enfin, pour moi, ça donne quand même une base. Mais après, il faut que ça soit une base à une discussion un peu plus détaillée et sans aller trop dans les détails non plus, mais à une discussion élargie, je dirais, pas juste un compte rendu de voilà, hier j'ai fait telle carte et aujourd'hui je vais faire celle-ci. Sinon, ça n'a pas d'utilité. Dans la version 2000, dans les versions précédentes, c'est vrai qu'il y avait. Il proposait les 3 questions, en fait, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sont dit c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Alors que maintenant, dans la version 2020, les questions ne sont plus là, donc en fait, je ne sais pas qu'on peut faire comme on veut, hein, il faut forcément balayer ce qui a été fait et toujours se focaliser sur l'objectif, mais on ne se sent plus obligé d'utiliser ces 3 questions. Alors, les 2 autres cérémonies, donc la revue et la rétrospective, il n'y a pas eu de gros changements. Les descriptions sont un peu simplifiées, mais il n'y a pas de gros changements à signaler. Alors, par contre, une notion nouvelle qui est apparue, c'est l'objectif de produit, le product goal, qui est un objectif à long terme. Et chaque élément du backlog produit doit permettre de s'approcher de cet objectif. Donc, on a l'objectif de sprint, qui est un objectif à court terme sur les 2 à 4 semaines que vont durer le sprint. Et l'objectif de produit, c'est vraiment à terme, quand on aura terminé, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut arriver à faire. C'est un objectif qui permet de rester focalisé et de toujours tendre, enfin, c'est la définition d'un objectif, c'est qu'on va toujours tendre vers cet objectif-là. Claude Aubry, je le cite beaucoup parce que c'est un de ceux qui critique le plus, critique cette définition de l'objectif produit parce que pour lui, un objectif, il doit y avoir une notion de temps. Alors, un objectif de sprint, ça marche parce que c'est l'objectif pour dans 3 semaines, alors que l'objectif produit, il reste vague parce que on n'a pas la notion de temps, dans combien de temps on veut atteindre cet objectif.
Et puis donc, aussi la définition du produit qui a été introduite. Jusqu'à maintenant, le produit, c'était un mot qui était dans le guide Scrum 2017, mais qui n'était jamais vraiment défini. Donc là, je vais vous lire la définition parce qu'elle est quand même intéressante. Donc, un produit, c'est un moyen de créer de la valeur. Il a une frontière claire, des parties prenantes connues, des utilisateurs ou des clients bien définis. J'aime bien ce côté, c'est très encadré, on sait ce qu'on a et où on va. Un produit peut être un service, un produit physique ou quelque chose de plus abstrait. Et là, c'est beaucoup moins précis, mais en même temps, ça permet d'ouvrir Scrum à autre chose que le monde de l'IT. Voilà, un produit, ce n'est pas forcément un logiciel qu'on va vendre à des clients. Ça peut être adapté, voilà, c'est bien pour dire que ce cadre de travail peut être adapté à d'autres métiers, en fait. Des remarques, Laurent? Oui, enfin, ce que j'ai pu maintenant vu, c'est que c'était beaucoup mieux formalisé que dans les versions précédentes. Donc, ouais, voilà, c'est ce que j'avais noté en effet. Alors, ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, on avait les 3 artefacts qui étaient déjà dans le guide 2017. Donc, les artefacts, c'est le backlog produit avec la liste des items qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif produit. Le backlog de sprint, c'est la liste des items qui seront développés pendant le sprint. Et l'incrément, c'est la petite partie de produit fini qu'on va ajouter aux incréments précédents. Donc, à chaque fin de sprint, les choses s'ajoutent les unes aux autres pour tendre vers le produit fini. Et en fait, ce qui a été introduit, c'est que pour chaque artefact, il y a une notion d'engagement. Donc, un engagement, c'est là pour augmenter la transparence et pour permettre de s'assurer de l'avancement. Donc, l'engagement du backlog produit, c'est l'objectif de produit. L'engagement du backlog de sprint, c'est l'objectif de sprint. Donc, l'équipe s'engage à atteindre son objectif. Et l'engagement de l'incrément, c'est la definition of done, définition de terminé. L'équipe s'engage à livrer un incrément avec des éléments terminés. Donc, la definition of done, juste pour rappel, c'est une définition sur laquelle tous les membres de l'équipe doivent s'accorder à la mise en place du projet, mais qui peut être revue et corrigée ou complétée à tout moment. C'est définir ensemble quels sont les critères pour pouvoir affirmer qu'un élément est terminé, prêt à être livré. Donc, tous ces engagements sont là pour renforcer l'empirisme et les valeurs de Scrum, la transparence, l'inspection et l'adaptation. Du coup, là, on a le sprint goal, definition of done et la product goal ont une vraie légitimité par rapport à avant, en fait. Hein. Et oui, comme tu disais, c'est surtout la definition of done, en fait. Ils mettent vraiment j'ai l'impression qu'ils mettent vraiment l'accent dessus. Et bon, pour moi, c'était vachement important, cette definition of done. Normalement, la definition of done, elle est pour chaque US. Donc là, en fait. Pour chaque élément du backlog de sprint. Chaque élément du backlog, en effet. Ensuite, alors les autres nouveautés, il y avait un truc qu'on appelle le DOV. En fait, sur les éléments de backlog, pendant l'affinage, quand on lit tous ensemble les éléments de backlog et qu'on s'interroge un peu sur ce qu'il y a dedans, il y avait quatre éléments qui étaient obligatoires dans le guide Scrum 2017. Donc, on devait ajouter un item de backlog, on devait lui ajouter une description, un ordre, une valeur et une estimation. Ces attributs étaient obligatoires. Aujourd'hui, on a ôté la valeur et l'estimation est devenue une taille. Donc, on va toujours se poser des questions sur ces éléments de backlog et essayer d'y ajouter des détails. Et en fait, les attributs qui sont proposés sont vraiment proposés plus à titre d'exemple que de manière obligatoire. Et c'est bien indiqué que les attributs varient en fonction du domaine de travail. Et ce qui est à noter, c'est le mot estimation qui a disparu et on parle maintenant de taille plus que d'estimation. Ça, je pense que c'est vraiment pour enfoncer le clou sur le fait que non, on n'estime pas un élément de backlog
un élément du sprint en jour homme, mais dans une autre unité qui va juste servir à donner une taille des éléments les uns par rapport aux autres et pas faire un planning à l'aide de ça ensuite. Ouais. Nous, en ce qui nous concerne, on fait l'estimation, c'est par rapport à la complexité de l'item. Je ne sais pas comment vous estimez de votre côté, Cécile. Oui, c'est surtout par rapport à la complexité, puis les éléments les uns par rapport aux autres, en fait. Quand l'équipe commence à être mature, elle a... Enfin, les développeurs arrivent à estimer parce qu'ils ont l'habitude de... Enfin, puis à comparer naturellement par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Et quand on arrive avec une nouvelle user story, ils savent se dire que ça ressemble à tel truc qu'ils ont déjà fait. Donc voilà, la complexité, elle va peut-être être un peu inférieure aux trucs similaires d'avant. Enfin, c'est beaucoup par comparaison en fait. Oui, c'est ça. En fait, on avait défini un étalon au départ pour dire, voilà, ça c'est un item, enfin une US de étalon, c'est tel point de complexité. Et à fur et à mesure, en fait, on voit que l'équipe arrive à bien estimer les US les unes par rapport aux autres. Mm. Donc les gens ne pensent plus maintenant en jour homme, En comme jour c'était fait homme, avant. ça c'est Ils important. pensent plus maintenant vraiment en point de complexité. Mm. Donc justement, oui, le fait de retirer cette estimation, je pense que c'est vraiment pour simplifier, pour attirer une audience plus large en fait sur le framework Scrum. Ouais. Voilà. Alors, autre chose, la définition de l'incrément. Alors, juste avant que oui. tu arrives à la définition d'un... Oula, j'avais un petit écho, désolé. Juste avant que tu rentres là-dedans, effectivement, il y avait pas mal d'échanges sur le chat, notamment Laurent qui nous disait que c'était un appel du pied au mouvement No Estimate, et Farouk qui rajoutait que c'était surtout qu'on se moque complètement de l'estimation tant qu'on est capable de déterminer la quantité de travail qu'il est possible de réaliser dans un sprint. C'est ça. Aussi. C'est une expérience que j'ai tentée dans mon équipe un jour où j'étais seule aux commandes du sprint planning. Je leur ai proposé de commencer le planning sans... Alors, les estimations, elles étaient faites en point de complexité sur les US, mais sans regarder la vélocité. Ni la vélocité, la vélocité atteinte du sprint d'avant, ils la connaissaient, mais de ne pas regarder la vélocité calculée, estimée pour le sprint d'après. Ils ont choisi les items à développer et se sont posé la question entre eux, est-ce qu'on est capable d'en faire plus? Est-ce qu'on va y arriver? Et en fait, ça a drôlement bien marché. Donc, sans faire de calcul avant. Et après, par curiosité, j'ai fait l'addition et on tombait vraiment sur ce qu'on aurait estimé en faisant un calcul savant. Et en fait, je pense qu'il faut avoir confiance dans les équipes qui sont capables d'estimer le travail qu'ils sont capables de faire, en quantité en fait. Et ça marche d'autant mieux que les user stories sont claires, précises et assez finement découpées pour avoir une idée du travail qu'il y a à faire derrière au premier coup d'œil. En fait. Oui, parce que ton équipe, ça fait un petit moment que vous utilisez la méthode Scrum. Ouais. Voilà. Nous, on a des nouveaux qui sont arrivés dans l'équipe, donc forcément, la vélocité a baissé. Et c'est plus difficile, en fait. On est revenu. C'est vrai que l'estimation, on l'utilisait peut-être un peu moins, mais vu les nouveaux qui sont arrivés, on est reparti sur une estimation pour justement voir la capacité de l'équipe. En fait, travailler sans estimation, je pense que c'est possible, mais avec une équipe mature qui a bien l'habitude de travailler ensemble et qui fait ça depuis plusieurs années. Enfin, voilà, nous, ça fait ça fait 1 an et demi que toute l'équipe la travaille ensemble et je pense qu'ils en sont capables maintenant. Ouais. Mais dès que tu as une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, ouais. Forcément, ça change la donne. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Alors, donc la définition de l'incrément. Alors, l'incrément, c'est un mot, on voit dans la version 2020, ça fait partie des mots que les auteurs ne veulent pas qu'on traduise. Bon, ça se lit incrément, on dirait qu'il y a une faute d'orthographe parce qu'il manque l'accent, mais non. Alors, l'incrément, c'est défini comme une étape concrète vers l'objectif du produit.
À la fin de chaque sprint, on doit pouvoir délivrer un incrément de produit potentiellement livrable qui va s'ajouter à ce qui existe déjà. Et en fait, dans le guide de 2017, on parlait vraiment de fin de sprint. L'incrément est une partie et la partie d'un travail fait et vérifiable à la fin du sprint. Là, la définition, elle a été un peu plus détaillée pour expliquer qu'en fait, c'est durant un sprint et qu'un incrément, ça peut être livré à tout moment et même avant la fin du sprint. On arrête de penser qu'on ne peut livrer qu'à la fin du sprint. On peut livrer à tout moment normalement. Dès qu'un élément est terminé au sens de la definition of done, il pourrait être livré. On veut, dans cette version-là, donc pour moi, c'est quand même beaucoup plus clair. La livraison de l'incrément, elle est décorrélée de la fin du sprint. Et donc, ça ouvre aussi la porte à la livraison beaucoup plus fréquente, voire même à la livraison continue. Là, tu parles de la fin du sprint. Moi, j'ai noté, c'est par rapport à l'annulation des sprints. Je ne sais pas si tu as marqué, mais dans le guide 2017, on avait presque une demi-page sur l'explication de comment, enfin, pourquoi on pouvait annuler un sprint. Et là, on est passé d'une demi-page à une phrase. Donc, c'est le PO c'est juste le PO qui peut annuler le sprint. Donc, mais je ne sais pas si c'est très utilisé, en fait. Si ça arrive souvent que dans des équipes, on annule un sprint. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé. Voilà, c'est pour ça aussi, je pense que ça a été un peu élagué. En effet, ouais. Voilà, moi j'en ai fini avec les principales différences que j'ai notées. Moi j'ai envie de poser des questions parce que je n'ai pas toutes les réponses non plus. Moi je me suis dit déjà, je vous l'ai dit en commençant, ce guide il est plus simple, donc est-ce qu'il est plus sujet à interprétation? Voilà, si les explications sont moins détaillées, si c'est moins prescriptif, est-ce qu'on interprète plus? Est-ce qu'on risque d'avoir plus d'implémentation fantaisiste? Parce que voilà, si on interprète, on fait autrement. Et puis, est-ce que dans nos équipes aujourd'hui qui fonctionnent selon le guide Scrum 2017 ou qui essayent de fonctionner selon le guide Scrum 2017, est-ce qu'il faut changer quelque chose? Voilà. En particulier, la troisième question me pose question à moi dans mon équipe. Est-ce que vraiment il faut que je change quelque chose ou est-ce qu'on continue à fonctionner comme on en a l'habitude? Moi, je peux répondre si tu veux. Enfin, je peux répondre. Plus simple, donc plus sujet à interprétation, oui, forcément, hein, c'est moins prescriptif, donc forcément, il y a moins d'explications dans le guide. Hein, donc, on parlait notamment de l'annulation des sprints. C'est beaucoup moins expliqué. Par rapport au fonctionnement de nos équipes, moi, pour l'instant, je ne change rien, parce que bon, je considère que Scrum ne change pas. Hein, on a toujours les 3 piliers, on a toujours les 5 valeurs. Scrum et Scrum. Pour l'instant, ouais, voilà. Pour l'instant, je ne change rien, mais j'en ai quand même parlé à l'équipe. Et j'intègre le nouveau vocabulaire. Alors, je ne parle plus d'équipe de développement, je parle de développeurs. Voilà, enfin, j'essaie d'adapter un peu le nouveau mode de fonctionnement. Alors, je ne sais pas, toi, comment tu as réagi avec ton équipe? Pour le moment, on n'a rien changé. Parce que les changements que j'avais essayé d'introduire, ils étaient même avant. C'était plus sur le sprint planning et j'avais peut-être un peu anticipé. Parce que j'ai essayé de remettre la question du pourquoi et de l'objectif de sprint au cœur du sprint planning. Parce que, pour la petite histoire, j'ai suivi une longue formation avec Jean-Pierre Lambert et Constantin Guay de la chaîne YouTube Scrum Life qui ont monté une formation qui s'appelle Devenir meilleur Scrum Master, Coach Agile, Agiliste. J'ai fait partie de la première promotion de cette formation. Donc, on a été les bêta-testeurs. Alors, on a eu le droit de la faire 2 fois, puisqu'à la fin de la première, on a dit, non, il y a plein de choses à changer. Et donc, on l'a fait une deuxième fois. On était 10 étudiants. Et en fait, donc les gens de Scrum Life insistent beaucoup sur l'objectif de sprint. J'avoue que c'était quelque chose qui me posait question quand on a vu ce chapitre-là. J'avais vraiment du mal à l'intégrer et à comprendre son importance. Du coup, j'ai testé ça avec mon équipe et voilà, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Enfin, ça a été la révélation pour moi et j'ai enfin compris à quoi ça sert et pourquoi il est là.
du coup, de voir que le pourquoi était devenu une question essentielle dans le sprint planning du nouveau guide, eh ben, ça me rassure. Je me suis dit que j'allais dans le bon, dans le vrai. Voilà. Mais sur ces questions-là, s'il y a des gens qui veulent ouvrir leur micro et donner et participer un peu et donner leur avis, ça m'intéresse. Je pense qu'on a le temps, Vincent. Oui, c'est bon. Alors oui, c'est tout à fait possible. On est dans les On temps. va pouvoir rouvrir les micros. Il y a quelques personnes qui ont dû partir, qui te remerciaient Après, pour la clarté de la présentation. Je vais juste finir avec le dernier slide. Sur les changements, en fait, pour les gens qui voudraient passer la certification, jusqu'au 9 janvier 2021, les certifications scrum.org se passent sur l'ancienne version. Et à partir du 9 janvier, ça sera sur la nouvelle version. Et ils vont donc revoir toutes les questions, aussi bien des versions examen blanc que de la version officielle. Et par contre, sur Scrum Alliance, qui est l'autre organisme de certification, je n'ai pas trouvé d'informations. Je pense que ça va sortir dans les prochains temps. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous veulent interagir? Vincent, avant de terminer, on va faire un rôti. Je ne sais pas si tu es d'accord, Cécile. Si tu veux. Tout à fait. Ah, allons-y. Donc rôti, tout le monde sait ce que c'est Return on Time Invested. Donc si vous pouviez voter sur le chat une note de 1 à 5. Hein. Donc 1, non, j'ai pas du montant. 2, bof. 3, j'ai plutôt bien investi mon temps. 4, oui. Et 5, au-delà de mes attentes. Histoire qu'on ait un retour sur la présentation. Donc n'hésitez pas, avec vos petites mains sur votre clavier, une note de 1 à 5. Si on pouvait avoir ça, on a un 3, on a un 5, on a un 4, on a un 5, un 3, un 5 à nouveau. Bon, merci. C'est sympa. Laurent, je te laisserai compiler la moyenne. Ouais, ça va. On a une très bonne moyenne. Merci à tous. Merci. Donc voilà, on peut rouvrir les micros si certains veulent prendre la parole et s'exprimer sur qu'est-ce que ça change. C'est possible pour tout le monde, vous n'avez plus qu'à réactiver. Alors, je vois que Farouk l'a déjà fait. Bienvenue Farouk, désolé encore pour tout à l'heure, mais ça y est, c'est maintenant. Non, mais pas de souci. En plus, c'était rigolo parce que j'ai eu un problème de connexion exactement au moment où j'allais vouloir parler. Donc. Parfait. Ça va mieux. Oui, moi j'ai réactivé, mais c'était juste pour dire, est-ce qu'il est plus sujet à interprétation? Je dirais que les gens qui interprétaient mal l'ancien guide interpréteront celui-là tout aussi mal. Oui. Le fait que ce soit moins prescriptif, moi ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle version, c'est que je trouve qu'elle se concentre vraiment sur l'essentiel et qu'ils ont quand même viré, notamment les 3 questions du Daily Scrum, par exemple, tout ce qui pouvait être pris au pied de la lettre. Alors c'était du conseil et vraiment pas l'idée de s'imposer. Et il y a un sujet, j'ai peut-être loupé le moment parce que je m'occupe de mon fils en même temps, c'est un peu compliqué. Ils ont surtout introduit la notion de lean qu'il n'y avait pas du tout dans les versions précédentes. Non, j'ai pas soulevé cette question-là en fait. Et justement, l'idée, là vraiment, ils ont vraiment défini Scrum comme étant un framework minimaliste dont ils garantissent des résultats s'il est respecté et que bien sûr il faut l'améliorer et ajouter des choses. Alors qu'avant, on avait l'impression que c'était un framework standalone qu'à la limite ajouter des pratiques dedans, c'était pas bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai vu ce rattachement, du moins la notion de ligne qui est introduite maintenant. Maintenant, on n'est plus tout seul, disons. Ouais, c'est ça. En même temps, le mot agile a disparu, lui. L'agile n'est plus cité. Oui, absolument. Oui. Absolument. Moi, c'est Laurent Vidal qui parle là. Moi, je m'interroge surtout. Salut, c'est Cécile. Oui, moi, je m'interroge aussi pourquoi est-ce qu'ils ont fait le lean. C'est-à-dire qu'auparavant, si on regarde tous les gros traîneurs, c'était tous des gros adeptes du lean. Il n'y a qu'à regarder les posts, il n'y a qu'à regarder les vidéos qu'ils ont fait. Donc, je pense que le lean, il était plus ou moins sous-jacent. Et de même que l'économie de perte, ils sont quand même sont aussi basés sur tout ce qui est les travaux des Pop and Geek dans ce qui ont été faits après pour les updates. Donc, du coup, est-ce que c'est une officialisation ou est-ce qu'ils se disent que Agile, c'est un petit peu galvaudé et on va mettre un focus sur le lean? Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. En fait, je n'avais pas du tout la réponse à ce genre de questions et c'est pour ça que j'ai préféré pas en parler.
Parce que je n'ai pas compris pourquoi Agile a disparu au profit de Lean dans ce guide Scrum. Bon. Alors, je ne sais pas dire pourquoi Agile. Pardon. Ouais, non, je disais que le Lean apparaisse dans le Scrum Guide, ça m'a pas choqué. Mais c'est vrai que le terme Agile disparaisse, ça m'a un peu interloqué, ouais, c'est vrai. Parce que, pour moi, hein, la problématique du mot agile, c'est que l'agilité, à ce jour, le manifeste agile, c'est pour développer des logiciels. À ce jour, il n'y a pas de manifeste de l'agilité pour autre chose que développer des logiciels. C'est vrai. Et comme ils ont voulu faire quelque chose de complètement généraliste, applicable à n'importe quel métier, à n'importe quel business, je pense que rattaché à l'agilité, c'était rattaché au manifeste et donc au développement logiciel. Ce qui est un vrai problème, hein, d'ailleurs, dans le monde de l'agilité, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'agilité dans à peu près tous les métiers du monde, et tant mieux, de mon point de vue. Sauf qu'aujourd'hui, le seul manifeste qui existe, c'est le manifeste agile pour le développement logiciel. Ouais, c'est oui, bonjour, c'est Paul de Proxiad. Effectivement, je partage totalement cet avis-là. Je pense que c'est effectivement pour casser ou enlever les cassures justement entre le monde de l'IT et l'autre monde, le reste du monde, et qu'effectivement que Scrum et que l'agilité peut tout à fait s'utiliser dans d'autres choses que le développement logiciel. Je pense qu'ils essayent de casser ces fractures, justement. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne jurent que par le lean, mais qui se moquent de l'agilité, alors que finalement, c'est proche, c'est cousin. Et donc, c'est comme ça aussi que je l'interprète. C'est plutôt pour relier les deux mondes et montrer que l'agilité s'applique très, très bien dans un autre monde qui n'est pas un développement logiciel. C'est intéressant, oui. Surtout que Lean est quand même issu du monde de l'industrie et pas du monde de l'informatique. Mais justement, entre Six Sigma et des approches type Kanban, il y a un monde. C'est-à-dire que Six Sigma, c'est quand même, pour le coup, le côté productiviste et on ne s'intéresse pas trop aux gens, est quand même très présent dans Six Sigma. Si on va jusqu'au bout du bout, ils cherchent de l'économie à tout va et d'optimisation avec de l'automatisation au maximum, blablabla, qu'il n'y a pas complètement dans l'agilité. L'agilité, il y a quand même des principes notamment de collaboration humaine qui n'existent pas forcément dans Six Sigma. Ouais. Après, le lean, c'est assez large. Je ne partage pas forcément cet avis, parce que dans le lean, tu as toute une notion d'amélioration continue, mais aussi d'amélioration continue, non pas que par la technologie, mais aussi par l'humain, et donc de l'amélioration de l'humain. Donc, mais bon, c'est pas le lieu pour parler lean ici, mais le côté humain est quand même pas très présent, ce qu'il y a beaucoup plus dans les approches lean, justement, dans le lean manufacturing, il y a le côté humain. Oui, voilà, c'est ça. Il y a moins concrètement dans le Toyota Production System, il y a le côté humain. Dans Six Sigma, je vous défie de le trouver. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et je voulais intervenir sur autre chose aussi, Cécile. Déjà, merci pour cette présentation, enfin ce comparatif. Merci. Tu te posais la question, savoir est-ce que ça a modifié le fonctionnement de ton équipe? Moi, ce que je comprends, hein, de ce que tu as mis en exergue avec ta présentation, c'est que, en fait, pour moi, le manifeste 2020, c'est mettre au clair des choses qui portaient peut-être à confusion dans de précédentes versions. Et tout à l'heure, l'échange qu'on a eu sur le rôle entre le product owner et l'équipe, c'est un peu ce que je mettais en commentaire. Pour moi, déjà, dans ma tête, l'équipe faisait déjà ce qu'elle voulait à partir du moment où le product owner lui donne les inputs des user stories. Et après, l'équipe choisit d'elle-même comment elle le fait, etc. Et ça, c'était déjà le cas avant, en fait. Et je pense que le manifeste 2020 met les choses au clair. Et maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. Et si les gens faisaient peut-être pas de la bonne manière, maintenant, au moins, c'est clair. Donc, en fait, pour répondre à ta question, est-ce que ça a modifié le fonctionnement de ton équipe? Si tu avais peut-être, tu vas te rendre compte que tu avais une mauvaise manière de faire, et dans ce cas-là, oui, ça va fonctionner. Et si non, parce que ça paraît intuitif, et dans ce cas-là, il n'y a rien qui va changer. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Ok, merci. Intéressant. Je suis assez d'accord.
C'est vrai que, moi, de mon point de vue, une équipe qui fonctionne, il n'y a pas de raison de changer beaucoup. Enfin, on est toujours dans l'amélioration continue en Scrum, mais on ne va pas non plus changer les choses qui marchent, quoi. Enfin, à tout prix. Absolument. Oui, non, mais c'est sûr. Ok, la notion de valeur délivrée, quand même, est beaucoup plus présente, ce qui, je trouve, dans cette version-là. Ah ouais, moi, j'ai pas ressenti ça. Bah, en fait, avant, on pouvait, de nombreuses équipes, d'ailleurs, alors j'ai eu la chance de participer à l'événement de Scrum.org, présentation du guide, et les auteurs expliquaient que en filigrane, il y avait énormément ils étaient trop souvent confrontés, on va dire ça comme ça, à des équipes, voire à des organisations dont les équipes étaient justement sur un côté hyper productiviste en respectant a priori le guide, mais en respectant le guide, on va dire la lettre, mais pas l'esprit. D'accord. Donc, c'est notamment pour ça qu'ils ont inventé le product, dans leur explication, le product goal. Parce que combien d'équipes Scrum, en fait, accumulent des tickets, pour faire simple, à réaliser dans des sprints, arrivent à tenir, sont contents parce qu'à la fin, ils ont réussi à tenir leur vélocité ou à l'augmenter, peu importe, et en fait, ne livrent pas de valeur. Et en plus, se retournent derrière l'équipe de développement en disant c'est la faute du product owner, c'est lui qui nous a fait des priorités. Alors qu'à la fin, en fait, l'idée, c'est de dire il n'y a qu'une seule équipe, c'est l'équipe Scrum. Si elle réussit, c'est le produit de l'équipe qui réussit, et donc c'est l'équipe qui réussit. Si par contre, il y a un échec, c'est tout le monde qui a perdu, pas que le product owner. Oui, c'est tout le monde focalisé vers le même objectif et tout le monde est dans le même bateau, en fait. C'est ça. Je suis assez d'accord avec Farouk, parce qu'en plus, on avait souvent, il y a pas mal d'équipes encore qui sont en silo, et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas bien, alors que forcément, c'est pas du tout le mindset. On a beau mettre les cérémonies, comme ils diraient, et le daily stand-up, n'est-ce pas, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas le mindset derrière. Et puis, non, c'est sûr qu'il y a tout l'état d'esprit qui va avec. Mais moi, je dis souvent que Scrum, c'est un cadre de travail, mais que derrière, il y a tout cet état d'esprit agile qu'il faut avoir en mémoire et qu'il faut mettre en pratique. Et les interactions entre les individus. Et, le manifeste agile, en fait, les 4 phrases, là, elles sont... si on n'a pas ça et qu'on s'attache juste à appliquer à la lettre le guide Scrum, je pense qu'on va dans le mur aussi. En fait, les relations entre les gens, elles sont hyper importantes et l'état d'esprit dans lequel on est avec la bienveillance, la collaboration, l'envie d'aller travailler ensemble. Moi, la présentation Scrum que j'ai fait en juin, je terminais sur pourquoi ça marche et j'en suis toujours fermement convaincue 6 mois plus tard. Pourquoi ça marche, c'est grâce à l'humain, en fait. Et on a beau mettre toutes les méthodes qu'on veut, si les humains qui sont dans l'équipe n'ont pas les mêmes valeurs, et ça avance pas, ça marche pas. Je suis totalement d'accord. Merci. Super. Merci à tous, en tout cas, sur ces bonnes paroles. On va aller gentiment vers la fin. On a un tout petit peu dépassé. Mais tout le monde a l'obligation par la suite. Merci à tous les participants d'avoir été là. Merci à Cécile et Laurent, nos animateurs du soir. Oui, merci à tous. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt.